mauvais, ils coûteront toujours trop cher et les bons, ils coûteront jamais assez cher. À 70 ans cette année, il fait manger la reine d'Angleterre à l'époque. J'ai eu la chance, j'ai fait l'Institut Paul Bocuse à Lyon. L'idée, c'était d'apprendre la précision, le bon geste, le bon goût. Mes parents, ils connaissent par cœur le métier de traiteur événementiel. J'ai commencé par Londres où j'ai travaillé au Waterside Inn, 3 étoiles Michelin. Et après, je suis parti au Ritz Paris. Aujourd'hui, j'ai 220 collaborateurs. Ça se passe pas trop mal et je reste moi-même. Mais l'humain, il est essentiel dans nos métiers. Mon père, c'est un fou, ma mère, c'est une tueuse. Ils ont créé un super duo. De 96 à 2017, ils ont ouvert 10 boutiques. J'ai déjà pris un avis Instagram parce qu'un mec s'est fait piquer par une abeille sur ma terrasse. Il y a souvent des histoires, elle me dit « Putain, j'ai jamais vu ça en 40 ans ». L'année dernière, c'était en juin, on fait 5000 couverts, dîner assis, gastronomique. Table, chaise, couvert, vaisselle, 36 semi-remorques. Et là, on arrive, il restait 100 couverts. D'assiette au chaud. Si ta mise en place elle est bien faite, ton coup de feu il est facile. Pas que mes valeurs à moi, hein. Je pense que c'est vraiment les valeurs de la restauration. On fait manger à Alicia Keys, Katy Perry, j'ai fait manger Robert De Niro. Si t'as des objectifs, et ben pour les atteindre, faut bosser mon gars. Le mec qui veut tuer, il tue, hein, dans n'importe quel métier. Bonjour à tous, bienvenue sur ce podcast, bienvenue à toi Baptiste. Ça me fait plaisir que tu aies accepté de venir en podcast. Évidemment, c'est cool, ça fait plaisir aussi d'avoir pensé à moi. Bah écoute, c'est très sympa, je t'ai vu plusieurs fois récemment pour les 70 ans de la Maison Pignol, c'est ça ? Ouais, exactement, cette année. Félicitations. C'est gentil. Ça tient pas qu'à moi du tout, mais moi je suis arrivé vraiment sur la fin des 70. Magnifique. Eh bien écoute, comme tout podcast qui commence, Baptiste, je vais te poser question simple, réponse simple. Je vais te demander dans un premier temps ton nom, ton prénom et ton âge, s'il te plaît. Alors, Baptiste Pignol et j'ai 28 ans. Ok. Ta profession aujourd'hui, Baptiste ? Je suis cuisinier et plus à proprement parler, je travaille dans le traiteur événementiel. Très bien. Ta ville d'habitation principale ? Lyon. Okay. Toujours Lyon ? T'as toujours été à Lyon ? J'ai beaucoup bougé, j'ai vécu à New York, j'ai vécu à Paris, j'ai vécu à Londres, au Pérou, mais là, retour sur Lyon et je suis lyonnais, donc impeccable. Nickel. Est-ce que tu as un palmarès, Baptiste ? Un palmarès. Que ce soit dans ton métier actuel, que ce soit auparavant, est-ce que tu as fait des sports peut-être, quelque chose comme ça ? Ouais, je fais beaucoup de sport. Après, j'ai jamais fait énormément de compétitions dans mes sports parce que mes parents étaient toujours overbookés pour m'emmener aux compètes. Donc, il n'y a jamais eu vraiment de compètes sportives. Après, j'ai fait 2-3 concours de cuisine, notamment le concours Olivier Rollinger, qui est sur la pêche durable, notamment. Okay. Donc, tout ce qui concerne la pêche durable et qui est hyper important aujourd'hui de respecter. Très parce que les ressources de la terre sont périssables et si on les respecte, ça dure pendant très très longtemps, mais si on les respecte pas, ça peut vite s'effondrer, quoi. On reviendra sur ces valeurs-là très Yes. très importantes. Vu comment tu me l'expliques, ça fait du sens. Ton épanouissement sur 10 aujourd'hui dans ta vie, Baptiste, comment ça se passe de ton côté ? Je dirais 9,8, ouais, je m'éclate bien. C'est Franchement, vrai ? ouais, j'ai beaucoup de chance. T'es en plein kiff en ce moment. Je suis en plein kiff. Ça fait que grossir. Très orienté forcément travail. Après, je pense qu'on a l'âge de se mettre à fond dedans. Mais ouais, plein kiff. Ça fait plaisir, c'est nickel. Ta plus grande fierté aujourd'hui, personnellement ? Personnellement, ma plus grande fierté, c'est d'être là où j'en suis, avec aussi ma manière d'être, c'est-à-dire d'être moi-même tous les jours. Et aujourd'hui, j'ai 220 collaborateurs. Incroyable. Et écoute, ça se passe pas trop mal et je reste moi-même. Et ça, c'est vraiment, je pense, ma fierté. Très important, t'es hyper joignable. Ce que je disais, je t'ai envoyé un message sur Insta, tu me réponds, je suis grave chaud. Ça fait vraiment, vraiment plaisir. On reviendra aussi sur ça, le fait d'avoir plus de 200 collaborateurs. Ouais. Avec ça plaisir. Doit pas être facile. C'est pas facile, mais encore une fois, si tu le fais avec amour, passion et à ta propre manière, ça devient quand même plus facile. Ok. Tu joues pas un rôle, si tu veux. Magnifique. Et quel est ton prochain plus grand objectif, Baptiste ? Est-ce que tu as une target, une vision, un objectif que tu veux absolument aller chercher sur les prochaines années ? Qu'est-ce qui te ferait vraiment kiffer, tu vois ? Alors, un objectif réalisable ou pas, mais ça reste un objectif. Mais j'aimerais beaucoup développer ma boîte à l'étranger. Okay. Ça, c'est un truc qui me ferait vraiment kiffer. T'as des idées peut-être ? New York City, direct. Toi, t'as envie d'aller voir des matchs de basket, t'as envie de vraiment kiffer. À fond, ouais. J'ai vécu 1 an et demi à New York et j'ai adoré la ville, j'ai adoré l'atmosphère, j'ai adoré l'énergie de travail aussi. Ouais. Et ouais, ça me ferait kiffer. Après, est-ce que c'est réalisable ?
Moins sûr, mais en tout cas, on travaille pas spécialement pour, ou en tout cas absolument dans ce sens-là, mais on met toutes les chances de notre côté. Quand tu étais à New York, c'était pour le boulot, pour bosser dans la restauration. C'était pour quelle raison à cette époque-là ? En fait, je t'explique, j'ai eu la chance, j'ai fait l'Institut Paul Bocuse à Lyon. Incroyable. Qui est une grosse école de cuisine. J'ai fait un management qui s'appelle, c'est un peu guindé, mais art culinaire et management de la restauration sur 3 ans. Et en fait, tu apprends en gros 50% de ton temps, tu cuisines avec des chefs extraordinaires. Tu vois, franchement, on avait vraiment des chefs de dingue, des meilleurs ouvriers de France, des étoilés, enfin des trucs de ouf. Et 50% du reste du temps, tu es en cours et tu apprends le management, tu apprends l'anglais, tu apprends comment la structure, les process. Un compte de résultats, enfin voilà, tu t'apprends à devenir chef d'entreprise, très clairement, ou en tout cas à être en capacité de le devenir, ça c'est sûr. Et suite à ça, j'avais l'entreprise familiale, dont on risque de parler un peu après, mais voilà, je m'étais dit dans ma tête, j'aimerais bien revenir quand même à la maison un jour, mais il faut que j'apprenne autre chose. Ok. Et je me suis dit, mes parents, ils connaissent par cœur le métier de traiteur événementiel. Ça, je vais l'apprendre. Ça, c'est sûr. Ils ont toutes les capacités de me montrer comment ça fonctionne. Ça fait des années, tu t'es dit, il y a ce qu'il faut, quoi. Du coup, je me suis dit, je pars sur un truc un peu différent et je vais faire du gastronomique. Magnifique. L'idée, c'était d'apprendre la précision, le bon geste, le bon goût, vraiment d'être hyper carré. Et j'ai fait d'ailleurs des établissements totalement différents. J'ai commencé par Londres où j'ai travaillé au Waterside Inn, 3 étoiles Michelin. J'ai fait manger la reine d'Angleterre à l'époque, pour te dire. Arrête. C'est pas moi personnellement, mais si elle a mangé du poisson, j'ai mis un truc dans son assiette, c'est sûr. Tu vois. Mais bon, je sais même pas ce qu'elle a mangé ce jour-là, mais elle était dans le restaurant. Et donc voilà, très très haut de gamme, mais à la campagne, enfin voilà, un truc un peu reclus où la reine d'Angleterre va manger. Tu vois. Et après, je suis parti au Ritz Paris. Okay. Là, je voulais voir un peu le côté palace parisien, comment ça fonctionne. Okay. Il faut savoir, dans un palace, tu as évidemment tout l'hôtel, les chambres et tout qui font vivre le palace. Et après, les restaurants, ils sont là pour restaurer évidemment les clients, restaurer aussi la clientèle extérieure parce que ça rend du coup le palace un peu plus abordable attractif. Que se payer une chambre à 1 000 €, tu vois. Et, mais aussi, tu as le gastronomique qui est, lui, valeur de communication aussi pour l'hôtel. Parce d'image de marque, disant voilà, le Ritz, c'est un très très bon restaurant. Exactement. Donc là, si tu veux, je travaille dans une cuisine où on était entre 14 et 16 personnes et on faisait 40 couverts. Donc c'est presque une personne pour 2 clients. Ouais, c'est énorme. C'est énorme. Donc c'était une expérience hors du commun, hors norme. Je suis resté 1 an. Au bout d'1 an, j'avais bien vu tout ce que j'avais à voir. Puis il y a plein de strates. Il y a la brasserie, il y a l'événementiel aussi au sein du Ritz. Il y avait le gastro où moi j'étais principalement affilié, mais j'ai pu quand même toucher à plein de choses. Le petit déjeuner dans un hôtel, juste le petit déjeuner, c'est énorme. Un truc de fou. On faisait des brunchs le dimanche. Je te jure, il y en avait partout, des crevettes, des trucs de malades, des montagnes. Et les gens ils kiffent ça. Et bon, évidemment, t'es dans un monde qui est pas spécialement le tien. Mais ça te permet de voir. Mais ouais, ça te permet de voir et ça te permet d'imaginer aussi des choses grandioses. Et je pense que quand tu imagines le grandiose, tu peux facilement aller sur des trucs un peu plus concrets, un peu plus petits. Et le contraire, quand tu es toujours dans le petit, enfin, quand je dis dans le petit, c'est péjoratif, mais tu es dans des trucs un peu moins guindés, c'est dur d'imaginer le guindé. Donc c'était un peu ça l'idée de faire du gastro. Donc ça, c'était ta dernière année ? Non, ça, je travaille et j'étais en CDI. T'es déjà en CDI ? Ouais, j'étais en CDI. Ok, ça marche. Et je suis parti aussi au Pérou, j'ai donné des cours de cuisine. J'ai vu un reportage récemment sur ça. Complètement différent. Mais on reviendra sur justement la gastronomie française, la bouffe française, à quel point quand tu vas, moi tu vois, je suis souvent à Dubaï, au Moyen-Orient, mais les Français quand on vient, ils viennent cuisiner là-bas, mais on vous attend, mais venez, grave. Ils sont prêts. Certains émirs, certaines fortunes au Moyen-Orient sont prêts à ouvrir des restaurants s'il y a un chef qui leur fait confiance. C'est sûr, et ils mettent un gros billet. Ils mettent ce qu'il faut. Et non, mais c'est sûr que la cuisine française aujourd'hui dans le monde, elle est hyper reconnue et c'est une chance. Et c'est aussi pourquoi ça m'a donné envie de faire ce métier, c'est que j'adore voyager et j'ai toujours su que grâce à mon métier, je pourrais aller un peu où je veux. Donc c'est un peu cette raison justement du prochain plus grand objectif, ouvrir à New York. Ouais, c'est pas si facile quand même parce que quand c'est chez toi.
Bah, il y a tout ce qui... Tout Après, ce il y a qu'il les faut finances, autour. il faut trouver les gars qui... Parce que souvent, tu te fais sponsoriser aussi sur New York, ou en tout cas, tu as des associés. Et puis après, il faut être capable aussi de reproduire ce que tu fais ici, là-bas. C'est pas la même, elle est pas les mêmes fournisseurs, pas les mêmes Ouais, c'est ça. artisans. Il y a plein de choses à penser, à réfléchir. Mais en tout cas, tu m'as demandé un de mes objectifs ou un de mes rêves. C'est beau. Ça serait ça. Magnifique. Bah écoute, c'est le top. Moi, j'aimerais revenir un peu sur toi, Baptiste, quand tu étais plus jeune. Yes. Comment ça s'est passé les années lycée? Est-ce que tu étais déjà fait pour ça quand tu étais plus jeune? Est-ce que tu as toujours eu ce souhait de travailler dans la restauration? Comment ça s'est passé justement ce déclic où tu t'es dit let's go, je vais reprendre la boîte familiale et je vais essayer d'emmener ça le plus haut possible pour que tout le monde soit ultra fier? Comment s'est passé justement ce fil, tu vois, Bah, ça s'est passé que si tu veux, c'est un peu cliché, hein, mais clairement, je suis tombé dedans quand j'étais petit, tu vois. Tu sais, j'ai mes parents qui travaillent de façon acharnée dans une boîte, tous les deux, chacun un poste très différent. Mon père beaucoup en production, ma mère beaucoup sur la partie très commerciale, administrative. Et bah, le soir, à table, tu parles de quoi? Tu parles de la boîte, de la boîte, ce qui se passe demain, ce qui s'est passé aujourd'hui, ce qui s'est passé hier. Et ce qui se passera dans quelques temps. Du coup, toute ton enfance, t'es quand même bercé par ça. En plus, forcément, pendant les vacances, j'allais aider mes parents. À Noël, tes C'était parents le ils charbonnent, rush. t'es obligé d'y aller, quoi. Tu vides les camions, tu les charges, enfin tu fais des trucs pas ouf. Ma première expérience chez mes parents, j'ouvrais des moules et j'enlevais la petite moule pour mettre dans les paellas après, hein, pour te dire. Donc, je devais avoir 11 ans. Et des seaux des de quantités. moules. À la fin, tu bouffes plus de moules pendant un an. Quoi. Mais voilà, je pense que j'étais vraiment bercé par ça. Après, mes parents, ils m'ont jamais forcé. Et ensuite, je me suis toujours dit que j'avais envie de travailler de mes mains et de ma tête. Ça, pour moi, c'était hyper important. Okay. J'avais des capacités intellectuelles correctes, normales. Ouais, t'étais pas au-dessus, t'étais pas en dessous. Non, mais voilà, j'ai fait mon bac général sans aucun problème. Une petite mention, tu vois, tranquille. T'as pu gratter ce que tu pouvais gratter. Voilà, toujours présent. Enfin, voilà. Donc, je suis allé jusqu'au bac général et ça me permettait aussi de me dire si demain je pars dans la cuisine ou dans la restauration, imagine, finalement, ça me plaît pas du tout à long terme. J'ai quand même un bagage derrière et je peux refaire d'autres études mais il y a eu un moment, je voulais faire kiné, tu vois. Mais ce qui est pareil, tu travailles de tes mains et de ta tête au final. Et bon, tu travailles pas la même matière en soi, mais c'est vrai. Mais voilà, j'ai toujours eu dans ma tête mes mains et ma tête, quoi. Okay. Vraiment à fond. Et après, du coup, t'es parti à l'Institut... direct à post-bac, en fait, je suis rentré à l'Institut Paul Bocuse pour 3 ans. Et là, expérience de dingue, franchement, c'est une école de fou. C'est vrai? Ouais, c'est une école, en fait, si tu veux, c'est une école de commerce, je le pense vraiment, mais qui est très orientée métier, notamment les métiers de bouche, tu vois, vraiment... alors qu'une école de commerce, aujourd'hui, c'est hyper vaste, tu peux tout faire quand tu sors d'une école de commerce. Là, tu sors, tu peux quand même tout faire, mais tu es quand même très orienté. Tu as un très gros socle, à Exactement. 50%, tu disais 50% plutôt business, affaires, etc. Et 50% c'est ça. plutôt restauration. Ça. Quoi. Et puis, bon, on est quand même dans le pays. Évidemment, la ville de la restauration, mais encore plus dans le pays de la restauration aujourd'hui et des métiers de bouche. Et bah voilà, c'est une école vraiment de ouf. Mais c'est vrai que maintenant que tu le dis, nous, alors on est Rouennais. Moi, je suis Rouennais, donc tu connais forcément Roanne pour la Maison Trois Gros. Notamment. François ou la Maison Pralu. François. Ouais. D'ailleurs, repris par les fils qui sont en train de faire un truc de dingue avec la boulangerie, etc. On le soulignera peut-être sur la fin. Mais c'est vrai que nous, quand on se déplace, que ce soit à l'étranger ou dans le sud de la France ou dans le nord de la France, quand on parle de Lyon, quand on parle de Roanne, on est ultra connu pour la restauration. Toi, aujourd'hui, qu'est-ce qui, justement, te déplaît un peu dans, justement, la manière dont est vue la restauration aujourd'hui? Tu parlais beaucoup des artisans locaux. Tu parlais d'un vrai souhait, pour toi, de défendre des valeurs fortes. Est-ce que tu peux nous parler de tout ça, qui est vraiment important pour toi? J'ai vu que tu as direct axé sur ce sujet et j'apprécie. C'est clair. C'est des valeurs que tu défends. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, ce qui me déplaît dans la restauration, il n'y a pas grand-chose. C'est ce qui me déplaît autour de la restauration, tu vois. Okay. Plutôt parce que je pense qu'aujourd'hui, la restauration, pendant un certain temps, ou en tout cas à l'époque, ça a été... pas un sous-métier, mais bon, tu étais cuisinier parce que tu n'avais pas fait d'études ou tu étais serveur parce que tu n'avais pas fait d'études. Aujourd'hui, je te jure, je rencontre des gars, que ça soit des cuisiniers, des serveurs, encore mieux, des sommeliers, tout ça, ils sont trop forts.
Et aujourd'hui, un bon serveur, on peut dire ce qu'on veut, le mec, il s'y connaît en thé, il s'y connaît en café, il s'y connaît en vin, il s'y connaît dans les aliments différents d'une carte. Il sait ce que c'est une lotte, il sait ce que c'est un fromage affiné X ou Y chose, il devient spécialiste dans son métier et là le mec il s'éclate et il raconte une histoire aux gars à table et les gens ils deviennent fous et donc c'est des vrais métiers, c'est des métiers de dingue et aujourd'hui le fait que tous les gens, je pense, fassent des grandes études, des machins, enfin, voilà, on attend aussi, forcément, tu sors de 3 ans, 5 ans d'études, t'attends un salaire en sortant de ça. Malheureusement, la restauration, une assiette, ça vaut entre 20 et 30 euros. Et à l'époque, ça valait même un peu moins. Tout a un peu enflé les prix. Et moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on arrive à remettre à César ce qui appartient à César. Excellent. Et que on retrouve, parce que ça fait, comme on disait tout à l'heure, quand même, l'image de la France, cette restauration, bien plus que des banques, par exemple. Et aujourd'hui, quand je vois nos ratios à la fin de l'année, que ce soit traiteur ou même d'un restaurant, par rapport au ratio d'une banque, parce que j'ai quand même des copains qui travaillent dans d'autres milieux que moi, où je dis banque, mais il y a plein d'autres milieux. On n'est pas, eux, ils font 20% de bénéf et nous, on fait entre 1 et 2, tu vois. Et donc, et on fait entre 1 et 2, on serre la ceinture à tout le monde. Enfin, voilà. Ouais, t'es obligé de vraiment négocier, c'est un vrai travail. Et on n'a pas on a les mêmes charges patronales, tu vois, quand tu payes un salaire, que tu sois dans une banque ou dans un restaurant. Et aujourd'hui, moi, ce qui m'inquiète, ou en tout cas ce que j'aimerais pour justement redonner une noblesse à la restauration et redonner aux gens de venir travailler dans la restauration, ça passera forcément un peu par l'argent. Parce que le métier, il est fou, déjà. Le métier, tu t'éclates, tu as des satisfactions tous les jours. Tu as le client qui arrive, le smile, merci, putain, on a passé une super soirée et tout. Donc la satisfaction, tu l'as tous les jours. Sauf si tu fais une connerie, tu as aussi le revers de la médaille que tu peux avoir tous les jours. Mais tu as cette vraie satisfaction quotidienne. Mais ça suffit pas aujourd'hui pour vivre avec toute l'inflation qu'il y a autour. Et moi, ce que je trouverais important, c'est que sur tous ces métiers de bouche, mais ça concerne aussi les agriculteurs. Enfin, tu vois, il y a eu toutes ces manifestations. C'est la chaîne de A à Z. À Z qui souffre énormément parce que c'est pas assez mis en avant. Et aujourd'hui, ce qui serait important, c'est qu'on rétablisse un peu l'ordre des choses et que peut-être ceux qui arrivent à extraire énormément de marge sur leurs entreprises payent un tout petit peu plus de charges et que nous, on en paye un tout petit peu moins. Pas pour s'enrichir nous, mais pour pouvoir aussi payer un peu mieux les gens qui travaillent dans nos métiers, qui travaillent debout toute la journée, qui portent des caisses, qui font des horaires, des amplitudes assez costaudes. Des horaires de malades, et qui au moment du service, pendant 2h30, 3h, ils sont au taquet, grave, pour servir leurs clients. C'est un métier de service, tu vois. Ouais. Et pour faire du bien aux gens, tu vois. C'est des métiers quand même où tu fais du bien aux gens, beaucoup plus qu'un banquier. Intéressant. Beaucoup plus qu'un banquier, tu vois. C'est hyper intéressant. J'ai rien contre les banquiers. Mais je vous adore, les banquiers. On a besoin de vous. Non, mais c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que je pense que dans le développement de ta boîte aujourd'hui, enfin de la boîte aujourd'hui de manière générale, et pour développer une entreprise, si tu penses pas à ça, vraiment cet état d'esprit de tes collaborateurs qui se sentent bien dans la boîte, on en parlait justement avec une marque. La personne qui est venue dans le podcast précédent, c'est une marque de luminaires made in France. Qui s'appelle Loupiot, que tu connais peut-être. Comme ça, non, mais... Ouais, Loupiot. Et il disait qu'aujourd'hui, la priorité principale pour lui, c'était vraiment de faire en sorte que ses équipes se sentent très bien. J'ai eu Thomas Dancet de la Première Brique qui me disait que la priorité principale, c'était que les équipes se sentent très bien et qu'ils soient payés aussi à leur juste valeur. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui revient souvent et dans la croissance d'une boîte, c'est essentiel que les gens se sentent bien. Donc c'est hyper intéressant ce que tu dis. Ouais, et puis tu as envie de capitaliser aussi sur les gens qui sont bons autour de toi. Ah oui, clairement. Parce que tu en as des bons et des moins bons. T'as pas envie de les perdre, quoi. Il y aura toujours ça, mais les bons... Enfin, mon père, il m'a toujours dit, et ça c'est vraiment une réflexion de mon père, les mauvais, ils coûteront toujours trop cher et les bons, ils coûteront jamais assez cher. Et c'est trop vrai. Ouais, c'est trop vrai parce que les gens sur qui tu peux compter tous les jours, c'est essentiel et de toute façon, ça marcherait pas sans. T'as besoin, en tout cas dans nos métiers, c'est sûr que tu as besoin de l'humain à 200%. Aujourd'hui, bien sûr, on s'équipe pour éviter des tâches répétitives ou lourdes ou rébarbatives. Ouais, bien sûr. Voilà. Mais l'humain, il est essentiel dans nos métiers. Sur la boîte aujourd'hui, donc plus de 200 personnes. Ouais, 220 en CDI.
En CDI? Ouais, Ah, parce putain, j'ai cru qu'il y avait du... Et en plus de ça, tu rajoutes les extras, c'est ce qu'on appelle les extras. Nous, C'est les services pour les on a events. un vivier d'extras fidèles, mais en fait, ils travaillent presque avec nous comme si c'était des CDI. Hein. Il y en a, ils font largement leurs 35 heures, voire plus chaque semaine. Mais ils sont sous contrat d'extra, ce qui est bien et pas bien. Parce que le jour où ça s'arrête un Covid, t'as Chi, t'as Walou, quoi, tu vois, par exemple. Ou un mois où il n'y a pas beaucoup d'événementiels. Je te donne un exemple, le mois de février. Il fait froid, il y a des vacances partout. C'est quand même des mois où on fait pas beaucoup d'événementiels. Et ces personnes-là, elles souffrent d'un manque de travail à ce moment-là. Par contre, il y a des mois où, style le mois de juin, là, c'est la fin de l'année pour les boîtes. Ils font plein d'événements, machin. Et là, c'est pas 35 heures qu'ils font par semaine, c'est 70, mais ils rattrapent leur mois de février. Donc c'est moins linéaire, mais c'est aussi pour ça qu'on appelle ça des extras. Et ça nous sert énormément, nous. Ça permet de fluidifier la masse salariale de l'entreprise. 220 personnes en CDI, donc. Ouais. Wow. Ah mais je suis pas tout seul. Hein. Ouais, t'es pas tout seul, mais aujourd'hui 220 personnes, c'est costaud cool, quand même. C'est cool, mais c'est une boîte qui a été créée par mes grands-parents. Explique-nous un peu l'histoire de la maison. Si tu veux, donc on a 70 ans cette année. Mes grands-parents, ils ont créé une petite pâtisserie rue Émile Zola en plein cœur de Lyon en 1954. Ouais. Ils sont arrivés de Saint-Étienne, faut pas trop le dire parce que quand je suis stéphanois. Ouais, mais moi non, je suis contre ça. Ouais, c'est pas grave. Mais tu vois, je le dis quand même. Ils sont arrivés de Saint-Étienne, ils se sont installés à Lyon, ils ont acheté une petite pâtisserie avec les moyens du bord, tu vois, c'était personne. Et mon grand-père était au fourneau, ma grand-mère a été devant, et ils se sont fait une renommée parce que les deux, ils avaient la tchatch, ils ont réussi à avoir, d'être performants dans leur travail et d'être réguliers. Ça aussi, c'est important dans nos métiers, c'est la régularité. La rigueur, la régularité. Quiconque qui soit avec toi, même si tes collaborateurs ils changent, faut toujours être régulier. Ouais. Et ce qui crée aussi le fait que tu pérennises une maison. Mais donc ils ont créé cette maison. Et après, mon père est rentré dans les années 80, il les a rejoints. Jeune? Ton papa rejoint jeune comme toi, tu as rejoint le truc? Une trentaine d'années. Un peu comme... Ouais, il avait pas mal vadrouillé avant. Il avait notamment bossé sur Paris chez Le Nôtre. Ok. Donc un autre traiteur pâtissier. Très connu. Ouais, très connu. Et il est rentré à Lyon et il a commencé à vraiment insuffler quelque chose de nouveau dans la maison. Et notamment, il était meilleur ouvrier de France. Il avait déjà eu son col meilleur ouvrier de France, ce qui est plutôt classe. Tu l'as, toi? Non. Bientôt ou... Bah, écoute, j'en rêve, hein, honnêtement. C'est un rêve. Après, est-ce qu'il est vraiment réalisable? Est-ce qu'il est vraiment concret? Je sais pas, parce que ça demande énormément de travail. Et aujourd'hui, comme on dit, avec une boîte qui a besoin de bouger, qui a 220 collaborateurs, tu peux pas t'arrêter pendant un an et dire attendez les gars. Je me consacre que à ça. Même si c'est important, mais je me mets en off, je bosse mon truc. Ça serait prendre trop de risques? Je sais pas. En tout cas, aujourd'hui, j'ai du mal à faire la part des choses. Je kifferais le faire. Mais c'est le temps investissement, tu vois, c'est comme le rapport qualité-prix, tu vois. Faut savoir où tu mets la jauge. Aujourd'hui, je me consacre 100% à l'entreprise. Et demain, si je vois que j'arrive bien à stabiliser mes équipes, que je sens qu'il y a des gars qui peuvent aussi performer à ma place et prendre mon poste, mais allez-y les gars, tu vois, à fond. Comme ça, je me permettrais de me consacrer peut-être un peu plus de développement, un peu plus d'autres choses. Mais aujourd'hui, apprendre avec des pincettes, mais bien sûr que ça fait rêver. Ce col, il fait rêver. Donc, ouf. Ton papa l'était, c'est ça? Il l'est toujours. Hein. Oui. C'est un titre que tu as et que tu gardes à vie. Ok, tu m'apprends un truc magnifique. Ok. Donc, ton papa est meilleur ouvrier de France. Exactement. Donc, il est arrivé pour justement apporter ce brin d'élan dans l'ancienne pâtisserie des parents, c'est ça? Boulangerie-pâtisserie. Mon père, c'est un fou. Si tu veux, c'est un entrepreneur. Il a toujours été visionnaire dans son métier. Et il rentre dans l'entreprise dans les années 80. Et en 92, il dit à ses parents, on avait 2 boutiques. Du coup, il y avait rue Émile Zola et la boutique Place Bellecour. Donc, si tu veux, ça a 50 mètres. Qui est toujours Bellecour, est toujours actuelle. Et donc, 2 boutiques, très bien. Et il voulait se lancer, continuer à faire plus d'événementiel que ce qu'il faisait déjà. Et il a dit, je crée un laboratoire. Donc, il a acheté un terrain sur Brignais, le labo qu'on a toujours. Et qui a été agrandi depuis, évidemment, qui a forcément été modifié. Mais le labo qu'on a toujours, il le crée. Et là, mon grand-père, il dit, mais t'es complètement taré, tu vois.
Mais c'est un peu ce qui se passe en ce moment avec mon père, tu vois, et moi. Mais c'est génial, c'est le choc des générations. Il lui dit, t'es complètement taré. Et il n'y a pas que mon grand-père qui lui a dit. Hein. Tout le monde lui a dit, mais Jean-Paul, t'es fou. Tu crées un labo de... Aujourd'hui, il fait 5000 mètres carrés. À l'époque, il devait faire... Mais c'était énorme par rapport à la situation. Énorme. La situation. Et sauf que ça lui a permis de participer aux Jeux Olympiques 92 d'Albertville. Ah tu oui, vois, incroyable. Donc là, on est en pleine période de JO, donc ça se... Et là, nous, on n'a pas grand-chose là sur ces JO-là, parce que c'est tout à Paris, mais Albertville, c'était pas très loin de Lyon, et du coup, il a fait énormément de production pour les Jeux Olympiques d'hiver d'Albertville en 92. Ce qui a permis de se et ce qui faire a connaître. permis de continuer à payer ce laboratoire, de se faire connaître, et derrière, ma mère est rentrée dans l'entreprise en 96, en fait, presque le lendemain de ma naissance. Okay. Il lui a laissé 2-3 semaines pour se remettre et après voilà. Et ma mère, si tu veux, elle a été directrice notamment du Printemps de Lyon, mais d'autres printemps en France. Elle avait vraiment cet état d'esprit de gestion peut-être, plus administratif. Elle, c'est une tueuse. C'est carré. Mon père, c'est un fou, ma mère, c'est une tueuse. Ton papa, peut-être plus tendance, fou dans vraiment. Le bon sens, ouais, mais dans le bon business, entreprendre, opportunité, voire plus grand. C'est ça. Et ta maman, peut-être plus tendance à dire on construit, on structure. Exactement. Magnifique. Donc, ils ont créé un super duo. Et donc, de 96 à 2017, ils ont ouvert 10 boutiques. Incroyable. 10 boutiques et développer largement déjà le chiffre d'affaires, mais aussi toute la partie événementielle, tout ça. C'est incroyable. Ouais. Et toi, donc là, aujourd'hui, tu viens, quel est ton rôle dans la structure ? Quels sont tes objectifs à toi ? Je pense que tu as une mission et que tu es suivi de très très près. J'ai forcément une mission. Si tu veux, moi je suis rentré post-premier confinement. Juste après... 2019 c'est 2020, je crois. Ouais. 2020, ok. Ouais, 2020. Mai 2020, j'arrive dans une boîte qui est... forcément, ça fait 2 mois où c'est le bordel en France. Nous, on était quand même... On pouvait ouvrir nos boutiques parce qu'on était de première nécessité, commerce de première nécessité. Donc, on a pu garder nos boutiques ouvertes, mais l'événementiel, c'était la bille, quoi. 0, 0, 0. Ce qui représentait, tu peux le dire, 50% de notre chiffre d'affaires. Ok, c'est clair. Bam, one shot, tu perds 50% de ton chiffre, voire même tu fais un peu moins dans tes boutiques parce que les gens essaient pas trop de sortir. Il y a moins de flux, au début. Donc j'arrive dans une boîte qui tourne pas à fond, mais ça a été génial pour moi. Très mauvais pour l'entreprise, mais génial pour moi parce que ça m'a permis de prendre mon rôle tranquillement, d'apprendre à apprivoiser aussi tout mon environnement, de comprendre mes collaborateurs, même que je connaissais d'avant, mais voilà, ça a été pas mal pour prendre les choses petit à petit. Et puis après, ça a grossi avec le temps, parce que quand les événements ont commencé à reprendre, c'est reparti crescendo. Ouais, mais tu avais déjà cette base, ces process, ces socles sur lesquels tu avais travaillé pendant... Je savais l'environnement dans lequel j'étais. Je suis pas arrivé dans un truc qui tournait à fond et tu te mets la tête dans le guidon et en gros, tu dois être le meilleur, quoi, entre guillemets. Mais là, c'était pas le cas. Là, c'était pas le cas, donc trop cool. Et donc là, l'objectif donc ça fait 4 ans exactement que je suis revenu, c'était vraiment de comprendre l'entreprise parfaitement, de l'intégrer en moi et d'être sûr que tous les process déjà en place étaient maximisés. Ok, très bien. Donc tu arrivais plus dans un rôle d'analyse. Ouais, et que tout ce qu'on fait aujourd'hui, tout ce qui est déjà en place, soit au top du top. Et t'as trouvé très sincèrement forcément, tu trouves des trucs, c'est jamais au top du top. Mais c'est vraiment dans cette direction-là que je me suis orienté en me disant on n'ouvre pas à tire-larigot parce que je suis rentré, même si j'avais l'énergie. Tout ce qu'on a, on consolide. On consolide. Aujourd'hui, on est arrivé à un truc qui me ressemble forcément un peu plus que quand je suis arrivé, parce que même les produits et tout, on a évolué sur certaines choses. On a mis un peu plus ma touche, un peu différente sur certaines choses, peut-être un peu plus jeune, un peu plus street, tu vois, différente. Mais voilà, je l'ai un peu mis à mon image, mais sans développer à 2000%. L'idée, c'était pas de changer, pas de révolutionner, mais d'adapter. D'adapter, d'être plus performant, de moins jeter, de moins gaspiller aussi sans dire gaspiller, mais c'est ça, de rendre le quotidien meilleur aussi pour nos collaborateurs. Enfin voilà, il y avait tout cet aspect-là. Il y avait développement durable, tu vois, c'est pas développement durable, ça veut dire quand même... tu vas pas en flèche, linéaire, lissé, linéaire et petit pas après petit pas. Ma mère m'a toujours dit ça aussi. Baptiste, tranquille, petit pas après petit pas, et dans tout ce dont tu fais, tout ce dont tu vas t'engager, tu y vas à 100%. Ouais. Est-ce que tu peux pas le faire ? Tu dis non.
Savoir dire non, Ouais, faut on en dire parlait, non, c'est compliqué quand même quand t'es et tu vois, entrepreneur. tu me dis, on fait le podcast, je te dis, ouais, bien sûr, je viens. Il n'y a pas de sujet. Et on va le faire à 100%, on s'éclate et on passe un bon moment. Mais il y a plein de choses comme ça dans la vie, plein de petits trucs. Et des fois, je peux pas. Et Non, donc, ouais. je dis, ben là, je peux pas, on le remet une prochaine fois. Ou des fois, ça m'intéresse pas. Et je dis, non, mais. C'est super de nous partager tout ça. On va rentrer dans 2 questions. Et Yes. On n'est pas dans un entretien, attention, mais celle-là, Je me tiens à 40. elle est compliquée, Baptiste. Tu vas me donner ta plus grande qualité, s'il te plaît. Ma plus grande qualité, c'est le calme. Non, ouais, je dirais le Ok. calme. Magnifique. Et ton plus gros défaut? C'est la folie, peut-être aussi. Ok. Est-ce que tu peux nous parler justement de ça? C'est hyper De intéressant. quoi? De la folie ou du calme? Du calme dans un premier temps. En plus, Qu'est-ce qui c'est fait que tu es complètement calme? Dans quelle contradictoire. situation tu sens que tu as vraiment, tu vois, ce calme qui est nécessaire, tu vois? C'est que, tu vois, j'arrive vraiment à bien gérer mes émotions. Parce que comme je te disais tout à l'heure, tu as beaucoup de satisfaction dans notre métier. Ok. Mais tu as aussi, forcément, encore plus quand tu es chef d'entreprise, tu as beaucoup de choses qui te heurtent toute la journée. Soit des collaborateurs qui ont un problème pour X ou Y raison, ou qui Un font événement, ou qui font des erreurs, Ouais. ou des clients qui sont pas satisfaits. Tu es d'accord ou tu pas d'accord d'ailleurs, parce que des fois, il n'y a pas de logique et des fois, il y a une vraie logique. Ok. J'ai déjà pris un avis Instagram parce qu'un mec s'est fait piquer par une abeille sur ma terrasse. Une étoile. Bon, c'est pas très grave, mais Ouais, bon. mais faut être calme. Ouais, tu te J'en dis connais là, un paquet. tu- Je veux t'assurer que j'en connais un paquet qu'ils auraient pas dis, pris de pincettes. franchement, là, frérot. T'abuses. Ouais, c'est abusé, tu vois. Et il te parle même pas de bouffe, pas de service. Il te dit, je me suis fait piquer par une abeille sur ta terrasse, tu vois. Ok, bon, bah écoute. Bon, c'est pas très grave, Ouais. mais tu vois, c'est un exemple. Tu sens que lui, Non, mais, il t'a piqué ouais, un mais peu, non, tu mais vois. c'est un exemple que tu retiens parce que c'est un vrai cliché, tu vois, c'est pas très grave encore une fois, Ouais. mais tu te dis, putain, est-ce que je l'ai vraiment mérité ou est-ce que mes équipes qui sont en place là-bas sur ce poste, elles l'ont vraiment mérité cette étoile Et tu ressens ce calme dans vraiment. que moi j'arrive à faire, en tout cas j'arrive vite à faire la part des choses et je me dis plutôt que de péter un câble, vaut mieux trouver une solution, tu vois. Et Très bien. sous plein d'aspects, il y en a, je te jure, il y a des trucs qui arrivent tous les jours. Et bon, mes parents ont beaucoup plus d'expérience que moi et ma mère, il y a souvent des histoires, elle me dit putain, j'ai jamais vu ça en 40 ans. Non, Mais là si, tu si. dis mais fallait que ça arrive à moi, Ouais, tu vois. ouais, mais non, mais ça arrive et ça re-arrivera et il y aura des trucs. Est-ce que tu as une anecdote à nous dire, une folie qui t'a vraiment mis le stress sur un grand événement, sur un événement qui avait beaucoup d'importance? Et est-ce que tu as quelque chose où tu t'es dit wow, Ouais, je t'en raconte. En plus, ça m'est venu Là, quand c'est tu m'en chaud. as parlé. Vas-y. Ouais. En gros, on fait l'année dernière, c'était en juin, on fait 5000 couverts dîner assis gastronomiques, tu vois, avec Davy Tissot, qui est Bocuse d'Or, une étoile Michelin et qui est un de mes mentors parce que j'ai pas mal travaillé avec lui. Et on fait 5000 couverts à la Altony Garnier, donc une grande salle d'événementiel à Lyon, énorme. assis. Donc, pour te donner un exemple, table, chaise, couvert, vaisselle, 36 semi-remorques. Ça représentait. 36 semi-remorques. Ouais, juste pour équiper la salle, tu vois. Pour te donner un ordre d'idée, tu vois. Mais parce que 500, mais merde, mais c'est. Et c'est combien, tu m'as dit? 5000. 5000. 5000. Je suis un dingue ou quoi? 5000, c'est 5000. énorme. Et on avait, du coup, on avait un repas, il y avait 3 amuse-bouches, enfin 3 petites pièces cocktail en apéro. Derrière, il y avait une entrée, c'était à base de homard, tu vois. En plus, on se foutait pas de la gueule des gens. Le plat, c'était de la volaille de Bresse avec une petite carotte, enfin, il y avait plein de manips dessus et tout. Et derrière, c'était un buffet de desserts avec 5 desserts différents. Et donc là, soirée à pas louper. Et en plus, le truc, c'est que c'est un jour, il fait 28 degrés dehors. Pour info, ça mobilise combien de personnes? 5000. Ça mobilise Sur ta enfin, sur ma prestation à moi, hein, parce que ça mobilisait plein d'autres gens. Oui, oui, il y mais avait sur des toi. spectacles et tout. Sur moi, ça a mobilisé 53 cuisiniers et 220 serveurs, à peu près. Continue. Ça fait 1%, ouais, tu vois. C'est un truc un de cuisinier malade. pour 100. Et du coup, on arrive sur la presta. Enfin, déjà, il fait un temps hyper beau et tout, donc plutôt cool, mais très chaud. Et le homard, le chaud, pas ouf. Ok. Et le temps de dresser 5000 assiettes, et nous, on prépare tout en amont. Donc, ça veut dire que l'après-midi, on dresse les assiettes pour le soir d'entrée. L'entrée est froide, après, on la remet au frais et tout. Et là, je me dis, putain, mais ça passera jamais, tu vois. Et donc, la veille, je dis aux gars, demain matin, on dresse tout au labo, on envoie tout sur échelle, c'est tout prêt. J'aurai juste une petite herbe à mettre dessus et les clients ne vont rien y voir. Et ça s'est super bien passé. Et après, on a le moment fatidique sur l'événementiel, c'est le plat chaud.
Parce que ça, t'es obligé de le faire Mais minute. 5000, mais Ça, Baptiste, t'es- 5000, je me Ouais, rends ouais. pas compte, mais là, tu me mets 5000 assiettes dans l'appartement, mais, Ah bah, il est rempli. mais c'est un Et truc il de est fou. grand. Il est grand. Et il est grand, ouais, tu l'as vu. Il est grand. En fait, ça me Ouais, c'est un choque, truc de ouf. 5000. Bah, c'est- ça a été notre plus grosse prestation assise. On a déjà fait des plus gros cocktails, mais en prestation assise, ouais, c'est une de Ok, nos plus magnifique. grosses. Et ce soir-là, on divise du coup 4 postes de cuisine de 1250. 4 postes de chaque coin. Et moi, je me mets dans un poste. Voilà, j'avais un de mes 3 autres chefs qui étaient chacun dans leur poste. Et avec ouais, 13, 14 mecs à chaque fois. Et moi, à mon poste, j'avais tous les VIP, donc les 150 VIP, et le reste de la cuisine, donc 1100 autres personnes. Donc moi, je me concentre principalement sur les VIP. C'est le client qui paye quand même, donc, et il paye lourd, hein, forcément, fois 5000, plus vu le repas qui a été... voilà, donc c'était Tu lourd. t'es dit, je prends. Ouais. Bah, tu vois, on prend aucun risque. Et sur le poste d'à côté, tu sais, nous, quand on met au chaud, on charge aussi des assiettes pour qu'elles sortent, elles soient chaudes, brûlantes. Comme ça, tu es sûr que quand tu mets ta sauce et tout, le temps que ça soit Peu amené à importe le table, temps, tu ça sais que c'est reste chaud. Ok, très bien. Donc ça, c'était hyper important. Ouais. Si t'envoies 5000 personnes et que c'est froid, t'as beau avoir fait la performance, c'est pas bon. Tu vois. Là, on sort 5000 assiettes chaudes, machin. Et donc, on commence l'envoi. Honnêtement, le repas entre l'entrée et le plat, il a duré 1h45. Pour te Ouais, donner mais un ça ordre devait d'idée. Comme un débiter. repas au Ouais, restaurant. mais, Mais 5000. Ah ben ça Ça arrache. va être l'abattage derrière. Ça arrache. Et, mais pourtant, c'était chiadé, tu vois. Et là, on arrive, il restait 100 couverts, plus d'assiettes au chaud. Oh merde. Et en fait, j'avais un de mes gars qui s'était trompé dans son comptage d'assiettes. C'était pas le soir où il fallait se tromper, si tu veux. Et là, j'ai pas gardé mon câble. Tu vois, là, en Ça plus, se passe comment là-bas bah là, tu hurles sur tout le monde et puis tu te démerdes. Tu vois, là, on a envoyé un peu à l'arrache. On essayait de faire chauffer les assiettes rapidement. Après, ça chauffe vite, mais voilà. Ça a été un peu compliqué. C'était dans ma cuisine en plus. Tu vois, Oh, les putain. 3 autres, ça avait roulé nickel. Manque de peau. Et bon, non, enfin, manque de peau. Ça aurait été dans une autre, c'était chiant pareil. Ouais. Mais là, ouais, dans ma tête, il y a 2 fils qui se sont touchés et c'est arrivé une fois en 4 ans. Mais là, C'était le moment le plus costaud. Ouais, là, fallait pas me croiser. Et puis en plus, j'avais une oreillette parce qu'on se parlait entre cuisines dans l'oreillette, donc tout le monde m'entendait. Ça devait être un truc Ouais. de fou. Mais on voit des fois, nous, bah, tu sais, il y a 3 gros à Rouen. Ouais, donc, bien sûr. Une très très belle cave aussi. 3 gros avant, c'était une des plus belles caves du monde. Ouais, sûrement. Ouais, Si je dis pas de t'imagines bêtises. la maison. Le papa qui est décédé il y a pas très très longtemps non plus. Et en fait, nous, on était allés voir justement dans le nouveau 3 gros, donc il y a Ouche. Ouais, tu sais. Ouche, j'y suis allé. Incroyable d'ailleurs. Très beau. Ouais, mais tu vois, en cuisine, il y a un truc qui m'a toujours choqué, c'est votre capacité à exécuter une tâche rapidement et efficacement, tu vois. Ouais, c'est vraiment notre ce qui est très métier. impressionnant. Ouais, c'est un vrai métier. Je me dis que, tu vois, quand on va manger dans un gros resto et que les gens, on voit pas les gens qui sont derrière, moi, je trouve des fois, c'est dommage parce qu'on se rend pas forcément compte de cette capacité à exécuter une tâche, un plat de manière répétitive, mais aussi précise. Tu vois, je trouve ça vraiment... C'est beaucoup d'organisation, d'être très méticuleux, mais en fait, c'est toujours pareil. C'est que nous, il y a 2 temps en cuisine. Tu as la mise en place et tu as le coup de feu. Ok. Et 3 temps, parce qu'après, tu as le nettoyage, tu vois. Ouais, ouais. Qui est moins drôle, mais il faut le Mais faire. tu sais que c'est fini. Ouais, mais il faut le faire quand même. Ouais. Mais la mise en place, c'est le moment le plus important. Si ta mise en place, elle est bien faite, ton coup de feu, il est facile. Et Très donc là, clairement. ça a été ta plus grosse presta, ouais, Ouais, 5 et 000 la mise en assiettes. place, c'était bien faite et c'est passé impeccable. Bon, il y a eu ce petit couac qui était pas très grave, mais sur le coup, t'es tellement sous pression, t'as tellement envie de bien réussir que ouais, ça m'a un peu Magnifique. chahuté, tu vois. Est-ce qu'il y a une personne que tu aimerais, je sais pas comment on peut expliquer ça, mais que tu aimerais recevoir en tant que client en particulier? Est-ce que tu as une personne pour qui ça te ferait quelque chose, où tu serais peut-être impressionné indirectement, tu vois, où tu te mettrais peut-être une autre forme de pression que tu aimerais recevoir à ta table? C'est une Franchement, question qui est assez large. Ouais, c'est. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'idée, si tu veux, c'est qu'habituellement, je pose cette question-là sur une personne qui t'inspire énormément. Est-ce que soit tu as une personne qui t'inspire, soit tu as une personne en particulier pour laquelle tu aimerais bien justement préparer quelque chose? Alors, préparer quelque chose, je vais plutôt répondre à m'inspire parce que préparer quelque chose, et je te jure, c'est la vérité. C'est... Tu te rends pas compte? Non, quand c'est t'es pas dans que le tu te truc rends pas compte, mais c'est qu'il y a un moment, on est tous humains et on Ok. essaye de recevoir tout le monde pareil. Je te jure. C'est magnifique.
Ouais, c'est Et c'est bon, bien. évidemment que ça dépend. Si, imaginons, un président de la République vient chez moi, c'est qu'il veut manger ma cuisine. Il vient pas parce que. C'est beau ce que tu dis parce que ça représente aussi les valeurs de la maison en se disant que peu importe qui tu es, à partir du moment où tu viens chez nous, tu seras reçu de la meilleure des manières Mais possibles. c'est pas que mes valeurs à moi, hein. Je pense que c'est vraiment les valeurs de la restauration. Et Vrai- de tous ok. les jeunes chefs que je connais, et même de tous les anciens. Ok. Aujourd'hui, je te donne un exemple très lyonnais. Tu vas chez Mathieu Vianney, qui est 2 étoiles Michelin. Il reçoit beaucoup plus de personnalités que moi, si tu veux. Mais il reçoit aussi plein de gens qui sont pas spécialement des personnalités. Mais je suis assez convaincu qu'il les traite exactement de la même manière. Après, évidemment, qu'il ira serrer la main au président de la République si c'est le président. Forcément, mais dans Mais la. globalement, ce mec-là, Mathieu Vianney, il va aussi faire le tour de ses tables et dire bonjour à tout le monde de la même manière. Et ça, c'est vraiment, enfin, on cuisine pour donner le maximum pour tout le monde. Et je pense qu'il n'y a pas de rapport de puissance envers les gens qu'on sert, quoi. C'est magnifique ce que tu dis. Et cette personne qui t'inspire particulièrement. Ben moi, il y a une personne qui m'a inspiré dans ma petite carrière, tu vois, et c'est Daniel Boulu, chez qui j'ai bossé à New York. Ok. Pas hors norme. Et il est lyonnais, enfin, il est de la région lyonnaise. Ce gars-là, il est parti quand il avait 30 ans. Bon, il a pas mal travaillé sur Lyon et un peu en France, notamment chez Bocuse. Enfin voilà, il a pas mal bougé. Et après, il allait s'imposer, mais je te jure, c'est le mot, c'est s'imposer à New York, quoi. Le gars, il est arrivé à New York, il a fait ses armes, il a ouvert un restaurant, il a eu 2 étoiles Michelin. Et aujourd'hui, je veux pas dire de conneries, mais il a un peu plus de 60 ans. C'est une rockstar. C'est une rockstar. Mais il travaille Et c'est quelqu'un toujours. que t'aimerais justement avoir un peu le même genre de parcours. Ah mais de ouf, parce que c'est un mec qui est hyper humble. Moi j'ai bossé pour lui et je bossais dans son restaurant en gastro, donc j'étais dans le restaurant où aussi il était beaucoup quand même. Mais on avait mal à la tête, c'était le mec qui t'amenait un Doliprane, quoi. Je te jure, un truc de... Enfin c'est pareil, c'est une image, mais c'était un truc de ouf, hyper proche de ses collaborateurs, hyper proche de ses clients. Et avec lui, j'ai fait manger des stars planétaires, hein. J'ai fait manger Alicia Keys, Katy Perry, j'ai fait manger Mais Robert De Niro, enfin tu vois, Ouais, des pas trucs de n'importe ouf, des qui, trucs de ouf. Et c'est vraiment une personne en termes d'humilité, en termes de travail, de dingue. rigueur. Et ce mec-là, il a presque 1100 salariés, je crois. Mais pas que sur New York, il a une dizaine d'établissements sur New York, il en a au Canada, il en a à Las Vegas, il est à Dubaï là, depuis pas très longtemps, il en a en Asie. Mais trop fort. Et aujourd'hui, tu sors de chez lui, ben, tu fais partie de la Boulu Family. Et demain, il m'appelle, je fais ce qu'il veut, tu vois. Enfin, vraiment, non, mais je te jure, il m'appelle, il me demande un service, je fonce direct, quoi. Parce que, ouais, Parce qu'il a réussi il crée une énergie autour de sa personne qui est assez impressionnante. Il y a une sorte d'aura naturelle. Et si tu veux, c'est pas un Golgoth, enfin, tu vois, on s'en Mais fout. tu écoutes. Mais tu Ouais. écoutes, et ce qu'il a fait sur New York, bon, même si tu as le côté un peu Frenchy et qu'il a l'accent français, c'est trop cool. Mais trop fort, trop fort. Il a eu un vrai impact Ah ouais, par. pour moi, c'est un mec qui m'inspire beaucoup, qui m'inspire tous les jours. Et le management que j'ai aujourd'hui, il est beaucoup dû au fait que je sois passé là-bas à un moment de ma vie, tu vois. C'est une personne qui en cuisine, ouais, t'as vraiment. Ouais. Mais C'est beau. ouais, c'est plus l'état d'esprit. La cuisine était excellente et évidemment, il n'y a rien à dire. C'est du 2 Quand t'as étoiles. 2 tu vois, étoiles, t'as ouais. rien à dire. Mais c'est des bons 2 étoiles, ils sont tous bons, si tu veux. Ouais. Et puis chacun a sa cuisine. Mais tout le monde n'a pas le même caractère. Et le caractère de cet homme-là, là, il est extraordinaire. Écoute, si on peut te souhaiter le même parcours, ça serait Putain, magnifique. grave. Je pourrais dire que j'ai eu un podcast avec toi. On signe où, là? On signe où? Allez, je vais te demander, Baptiste, de compléter les phrases suivantes. Yes. La vie, c'est Je mets pas qu'un mot. un mot. Un mot? Ouais. C'est pas facile. C'est des phrases un peu pièges. Tu La verras vie, c'est pourquoi. incroyable. Hein. Ok. Les gens sont. Euh, Quand ils mettent des avis une étoile sur Google, comment ils sont? Je Je te rigole. dirais pas ça. Non, les gens sont comment aujourd'hui? Moi, j'aime bien les gens solaires, tu vois. Les gens sont solaires. Je dirais les gens sont solaires. Pas tous, mais ceux que j'aime bien, ils sont solaires. Ok. Et en un mot, comment tu pourrais te décrire aujourd'hui, Baptiste? Me décrire. Ouais. Euh, Il y a un mot qui réunit toutes les personnes qui passent derrière ce micro. C'est passionné. Est-ce Ouais, que c'est tu sûr. pourrais faire partie de. Oui, c'est sûr. Passionné, mais passionné de travail, ça, ouais. Travailleur, tu vois. Ok. Ouais, je pense qu'on atteint ses objectifs parce qu'on se met des curseurs et
et on fonce pour les atteindre, quoi. C'est hyper intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que la plupart des personnes qui passent derrière le micro, c'est un peu... Alors, je vais pas dire qu'on est comme la même vision que toi, etc. Mais aujourd'hui, on accueille n'importe qui, nous, derrière dans ce podcast, derrière le micro, que ce soit un entrepreneur, que ce soit une créatrice de contenu comme Virginie. Petit clin d'œil à toi, Virginie, tu passes juste après. Trop bien. Elle vient d'ici une petite heure. Mais ouais, typiquement, c'est un vrai souhait pour nous d'accueillir différents profils parce que je trouve qu'aujourd'hui, en France particulièrement, je pense que tu as eu l'occasion de voyager et on n'a pas cette capacité d'échanger avec tout le monde, avec n'importe qui, n'importe où, n'importe quand. Je vois par exemple l'appartement qu'on a pris pour cette occasion. On a un joueur de l'Asvel, un étage juste au-dessus de nous. On a un entrepreneur ultra fortuné avec qui on a eu l'occasion de discuter. Mais c'est vrai que c'est important pour moi de faire venir l'humain avant toute chose. Et moi, j'aimerais que tu me parles un peu de tout ça. Quelles sont un peu ta vision sur tes perspectives d'évolution, toi, personnelle? Est-ce que tu te verrais rester peut-être... alors, tu as dit que tu voulais partir à New York. Mais partir, mais rester en même temps. Tu vois, je lâcherai pas jamais Lyon. Okay. Je lâcherai jamais Lyon, mais c'est entreprendre différemment et entreprendre à plusieurs endroits. Ça, je trouve ça cool. Tu mais dis je que lâcherai pas Lyon. Tu as dit que tu avais de la folie. Comment t'expliques cette folie-là? Est-ce que tu as des anecdotes à nous raconter sur... Je pense que déjà, quand tu dis à ton papa... ou alors que tu dis aux différentes personnes de la boîte, je veux partir à l'étranger, et peut-être qu'ils se disent, ouais, non, t'es fou, ou non? Ouais, je suis pas fou. En tout cas, je l'ai pas fait. En tout cas, non, mais de le dire et de le faire, il y a un monde. Tu sais, il y a toujours ceux qui rêvent leurs rêves et ceux qui les réalisent, tu vois. Et donc ça, on verra si je le réalise. Mais je me mets pas non plus la pression par rapport à ça. J'ai réalisé plein d'autres rêves avant et qui étaient peut-être moins gros. Mais moi, ma folie, elle s'exprime surtout parce que j'ai beaucoup d'idées dans la journée et on essaye de les mettre en place assez rapidement. Et j'ai des collaborateurs, des collaboratrices qui, franchement, elles tuent parce qu'elles arrivent elles arrivent à me suivre sur pas mal de choses. Et des fois, elles me disent, oh Baptiste, là... Tranquille. C'est un peu comme la maman et le papa à l'époque. Celle-là, c'est une connerie, tu vois. Et ça arrive, hein, tu vois. Ça arrive. Mais là, le dernier truc qu'on a fait qu'on a réalisé, et ce qui a complètement bluffé ma mère, bluffé oui et non. Mais on s'est dit... on a un spot là en ce moment sur Fourvière. J'en étais sûr que tu allais m'en parler. J'ai vu tes stories, j'étais pas là, je suis deg. Vous t'avez fait venir un DJ et tout. Ouais, exactement. Et donc parle-nous-en. En gros, on a un spot à Fourvière qui est incroyable. On a vu sur toute la ville et on s'est dit putain, mais il faut qu'on l'exploite ce spot à fond. Donc déjà, on a créé des dîners gastronomiques une fois toutes les 6 semaines. Là, on fait 40 couverts, si tu veux, aux petits oignons, petites bougies et tout nickel. Il y a 3 couverts de chaque côté, 2 couverts La grande classe. La grande classe, tu vois, vraiment. Les serveurs, ils sont en costume 3 pièces. Nous, on fait vraiment... On se fait chier sur les assiettes, mais on s'éclate. Et là, c'est 40 couverts. Et genre, une semaine après, on crée un open air. Et là, l'idée, c'est de faire... Casser les codes. Casser complètement les codes, mais ça n'a rien à voir avec le truc des 40. Et là, on met de la bière, de la street food, un DJ, enfin, on n'en met pas qu'un, mais on met plusieurs DJ. Et c'est gratuit, full gratuit. Après, tu vois, évidemment, tu payes tes consos, quoi. Ouais. Mais on a créé ça. C'était la 4e édition, là, il y a un mois. Et on a eu presque 3000 personnes, quoi. C'est dingue. Et communication uniquement Insta, quoi. On s'est envoyé des messages, quoi. Ouais, mais j'ai vu les stories. Il y avait Virginie qui était passée d'ailleurs et tout. J'étais pas là. Je me suis dit, putain, ça aurait fait plaisir. La prochaine, c'est le 31 mai. Vendredi 31 mai. Et après, t'as le 29 juin. 31 mai, on sera là avec Elliot qui est juste derrière. On viendra boire 2-3 bières. Je compte sur toi. Non, mais c'est vrai que t'as vraiment cette intention aussi de casser les codes, toi, de te dire, c'est dingue parce que t'as cette étiquette pendant, tu disais, 40 couverts, où là, c'est carré, où tu es à 100% dans cet état d'esprit du millimètre, de la perfection. Ouais, c'est ça. Et après, je dis pas que c'est pas perfectionniste après, mais je dis juste que tu te dis, on fait quelque chose d'autre avec d'autres personnes. Il y a quelque chose que tu disais tout à l'heure. On garde quand même notre fil conducteur, on fait de la bouffe, tu vois. Ouais. Et on la fait bien. On fait bien à manger. La bonne bouffe. On fout pas des trucs. Non, mais je sais pas, ça pourrait. Là, on fait de la bonne bouffe quand même ce soir-là. Okay. C'est du sandwich, c'est du street food, mais on fait du bon qualité. Street food. On s'éclate. Et c'est intéressant ce que tu dis parce qu'il y a quelque chose que tu disais au début du podcast en disant qu'aujourd'hui, tu veux vraiment en parler un peu à toutes les communautés. Enfin, c'est ce qui est intéressant, c'est que tu parles à une personne parce que forcément, il faut un certain budget pour venir manger aux 40 couverts, mais tu manges très très bien, forcément. Mais après, le petit jeune qui
qui n'a pas forcément les moyens de venir aux 40 couverts, bah, il peut venir boire une bonne bière. Ouais, ou dans mes boutiques, je te jure, c'est pas si cher que ça. Passer un bon moment et passer dans les boutiques. C'est ça, pour les amis lyonnais qui nous regardent. Combien d'adresses aujourd'hui à Lyon ? On en a 10 et 12 avec les restaurants. Ouais. C'est un truc dingue. 10 adresses traiteurs. 10 boutiques et 2 restaurants. 2 restaurants, quel type de restauration Alors, j'ai un restaurant qui est sur Brignais, qui est le restaurant de la prod, tu vois. Ouais. Et là, on fait une restauration vraiment bien faite, mais simple, du midi, plat du jour. Et après, on a la brasserie des Confluences qui est dans le musée des Confluences. Okay. Et là, on pousse un tout petit peu plus les curseurs, tu vois, on fait du bistronomique. On essaye de s'amuser un peu plus. En ce moment, j'ai un super chef et franchement, il suit. Faut y aller. Faut y aller. Et évidemment, moi, j'y suis pas tout le temps, mais on travaille les cartes ensemble. Et vraiment, je pense qu'on sort vraiment des produits assez sympas et à prix très raisonnable. J'ai une petite question, alors peut-être que c'est déjà le cas de ton côté. Avant-dernière question, tout simplement. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton restaurant de rêve, qu'il soit en France ou à l'étranger ? Est-ce qu'un jour, tu aurais vraiment un rêve d'ouvrir ? Je suis convaincu que tu en as un. Nous décrire en quelques phrases un établissement que tu aimerais avoir dans un endroit particulier qui te marque, toi, particulièrement, un endroit. Tu rigoles ? Je rigole parce que je vais encore te contredire un tout petit peu. Moi, ça serait pas trop un restaurant. Moi, ce qui me ferait rêver, tu vois, c'est de créer un putain d'événement dans un lieu de ouf. Parce que si tu veux, je fais de l'événementiel et moi, si demain, je fais manger 1000 personnes sur la muraille de Chine, si tu veux, je kiffe, tu vois. Alors, ça serait trop stylé. En fait, moi, mon métier, c'est d'arriver à créer des événements n'importe où, des repas n'importe où, et que ça soit du repas de séminaire ou du gastronomique. Et ça, c'est vraiment la base de mon métier. Donc, demain, ouais, mon idéal, c'est peut-être pas la muraille de Chine spécialement. Mais réaliser des événements à des endroits improbables. Ouais, tu sais, le cercle, tu vois. Insolite. T'as le cercle, les DJ là. Faire pareil, mais en mode repas insolite, tu vois. Ça me ferait kiffer. Ouais, c'est ouf. T'es sur le pic du midi et tu lâches un putain de repas de dingue. Un peu de musique, bonne ambiance. Tu t'amuses évidemment. Un peu de tease, c'est top du top. Tu fais un super moment. Écoute, en tout cas, c'est vraiment cool d'être venu. Dernière petite question. Qu'est-ce que tu pourrais dire, toi, au Baptiste d'il y a quelques années, à un jeune entrepreneur, par exemple, ou quelqu'un qui est sur le point de se lancer, ou qui ne s'est pas encore lancé dans la restauration ou dans un autre domaine d'activité, peu importe le domaine, parce que le plus important, c'est d'y aller, c'est de se lancer. Qu'est-ce que tu pourrais dire à ce jeune-là en quelques phrases ? J'ai plein d'idées parce que en plus, j'y réfléchis pas mal pour nos apprentis et leur passer des messages. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui fait un métier, c'est... Tu vois, moi, quand je recrute, je cherche pas des Paul Bocuse, je m'en fous. Je cherche des états d'esprit et des mecs fiables. Et aujourd'hui, je pense qu'il se fait un métier, c'est la constance. Et c'est le fait d'être là le matin, évidemment à l'heure, mais d'être présent, de pas... Bon, t'as le droit d'être malade, tu vois, mais quand t'es malade 18 fois dans l'année et que... moi, je suis jamais malade une fois dans l'année, donc je dis pas, j'ai peut-être une meilleure santé que certains, mais voilà, c'est d'être constant, forcément travailleur. Et si t'as des objectifs, pour les atteindre, faut bosser, mon gars. Et aujourd'hui, je pense que dans notre tête, on est très cloisonné par ces 35 heures là, et les gens sont fatigués après 35 heures. Parce que c'est dans leur tête, je pense que c'est très psychique, tu vois. Il y a écrit 35 heures sur un papier, du coup 35 heures après, t'es mort, quoi, t'es cuit. Ça. Et avant, c'était pas du tout ça, et nos parents, ils bossaient tous 60 heures. Et moi, je fais même un peu plus que ça de temps en temps. Ça m'arrive d'être cuit, mais franchement, on a... Et tu sais où tu vas ? J'ai de la chance, hein. Moi je bosse pour moi, je bosse pour mes collaborateurs aussi, mais ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Mais je pense que moi, je suis d'accord celui qui veut performer... S'il s'en donne les moyens. Je te jure, il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde. Et il n'y a pas de question de niveaux sociaux ou quoi que ce soit. D'accord. Le mec qui veut tuer, il tue, hein, dans n'importe quel métier. Après, moi, j'ai pas les capacités d'être trader, tu vois, mais je vais pas se faire du trading. Non, mais très clairement, je m'amuse un peu sur mon portable, mais tu vois, je vais pas devenir trader demain matin. Mais moi, je fais un métier. En tout cas, j'en suis convaincu. Demain, t'es appliqué, t'es consciencieux. Tu peux devenir responsable de dizaines et dizaines de personnes. Rapidement, peut-être pas, mais ça se fait.
Ouais, je suis très d'accord avec ce que tu dis. Et c'est vrai que la plupart des gens qu'on reçoit aussi en podcast, ils ont ce même état d'esprit de s'être lancé et de se dire aujourd'hui, les personnes qui nous font confiance en tant que collaborateurs ou autres, on les écoute. S'ils ont des idées, on est là pour écouter les idées. On est là pour tester leurs idées. Je pense que c'est ça aussi dans la maison. C'est un jeune. Je te donne un exemple, mais moi je suis un jeune qui bosse pour toi. Je viens de voir, je te dis tiens Baptiste, j'ai une idée, ça te dérange pas si on discute 5 minutes? Tiens, il y a ça, est-ce que ça te dirait? On essaye, etc. Je suis sûr et certain que tu es le premier à dire vas-y, let's go. Mais grave, Putain, mais c'est un jeune, il est trop chaud. Viens, on essaye, tu vois. Et il y avait un exemple, alors je sais pas si tu peux le tester toi de ton côté, c'est qu'un gros entrepreneur qu'on a eu l'occasion de recevoir ici disait que pour animer ses équipes et pour justement avoir un management ultra participatif, il lance des challenges une fois par mois, soit sur de l'innovation. Typiquement, il bossait sur de la tech, etc. Donc, donner une idée de projet. Okay. À la fin du mois, tout le monde pitch cette idée de projet. Et justement, une parmi toutes les idées est sélectionnée. Okay. Et tout le monde se donne à 100% pour essayer cette idée-là parce que potentiellement, le mois suivant, ça sera un de tes potes qui sera dans la même situation, tu vois. Et moi, je trouvais ça hyper intéressant, cette participation, tu sais, au sein d'une boîte. C'est stylé, ça. En se disant, bah, tu te dis, mais en vrai, on est tous dans le même bateau. Putain, je suis désolé, Elliot, il va la réécouter 5 fois, mais on l'a déjà fait sur les 5 derniers podcasts. Mais nous, dans cette boîte, avec Matt, mon associé, petit clin d'œil à toi d'ailleurs, frérot, mais on a la schématisation du bateau. Alors toi, il y a 220 personnes, c'est plus qu'un bateau, tu vois, mais nous, on est une vingtaine de personnes. Mais grosso modo, tout le monde, toutes les personnes qui montent dans le bateau, on est tous dans la même merde. Ah, le bateau coule en plein milieu de la mer, on est tous dans la même merde, hein, tu vois. Mais par contre, s'il y a une nouvelle personne qui monte dans le bateau, on l'accueille parce qu'elle fera en sorte que ce bateau aille plus vite, plus loin, plus fort, tu vois. Et que quand on passe au large d'un pays, alias un peu nos concurrents, on peut leur faire signe et ouais, on est en navigation, nous on continue notre chemin. Et puis quand il y en a un qui veut sortir du bateau, on le fait sortir. Attention, tu vois. Et en fait, cette climatisation du bateau-là, quand on en parle aux entrepreneurs, tout le monde est d'accord parce que les grosses boîtes aujourd'hui, ben, tu le vois toi de ton côté. C'est sûr. Et d'ailleurs, on dit souvent, t'es un gros bateau, tu vois. Ouais. C'est un peu une expression. Non, ouais, mais c'est vrai. Et à chaque fois, nous, on essaye d'utiliser cette schématisation-là et aussi le management participatif. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas d'excuse à avoir. La Maison Pignos, ça fait 70 ans. Vous n'avez rien volé à personne. Ça fait 70 ans moi, que vous peut-être bossez. un peu plus que mes parents, mais, non, mais moi, je tombe dans un truc où c'est déjà construit. Ouais, mais faut garder le truc. Tu vois, c'est énorme aussi quand même, Baptiste. On se revoit dans 10 ans, on se refera un petit peu. Ouais, mais c'est énorme parce que tout le monde n'aurait pas repris le truc. Tout le monde n'aurait pas dit, bah allez, moi j'y vais, tu vois, ça peut me faire peur. Ouais, mais il y a encore, je te jure, il y a encore du boulot de ouf et je me mets pas la pression, toi. En même temps, je me dis, si ça marche, c'est que j'étais fait pour le faire et si ça marche pas, bah, je ferai autre chose. Mais en tout cas, pour le moment, ça va, je me porte pas trop mal et je pense que l'entreprise aussi. Mais voilà, on continue sereinement sans se Ouais, mais dire, c'est beau, tu vois, c'est beaucoup d'entrepreneurs qui n'ont pas forcément cette vision de se rendre compte de là où ils en sont, etc. On discutait récemment, pour finir sur ça, avec un entrepreneur, je lui disais, putain, en off et tout, je disais, mais ça m'embête un peu parce que quand je regarde un peu plus haut, je me dis, tu sais, putain, j'ai du retard, t'as des gens, ils ont beaucoup plus de personnes dans la boîte, ils font beaucoup plus de chiffres. Et il me stoppe direct et il me dit Alex, sors dans la rue, prends 10 personnes qui ont 22 ans et regarde où est-ce que tu en es par rapport à ces personnes qui ont 22 ans. Et c'est là où parfois ça fait du bien pour les personnes qui nous regardent de se dire regardez un peu ce qui se passe derrière aussi, parce que c'est bien de toujours regarder plus haut, mais il faut des fois être aussi conscient de là où on en est, quoi. Ouais, mais aussi c'est intéressant de se comparer parce que ça permet des fois de se booster. Et je trouve que la concurrence, elle est essentielle. T'aurais pas de concurrent, tu te bouges plus. Moi, j'ai pas de concurrent. Au bout d'un moment, je fais pareil. C'est excitant, jours, ouais. Non, mais c'est excitant. C'est essentiel. C'est beau. Ouais, je pense que tu fonctionnes mieux quand tu as de la concurrence que quand tu n'en as pas. Quand il y a des concurrents. La SNCF, ils sont toujours en retard. Ils n'ont jamais eu de concurrents. Là, ils le sont beaucoup moins depuis qu'il y a l'Italie qui est arrivée. Tu vois. Non, mais c'est énorme. Bah, écoute, merci en tout cas, Baptiste, d'être venu aujourd'hui dans ce podcast. Merci à toi. C'était trop cool. Tu vas devoir regarder cette caméra, Baptiste. Je regarde celle-là. Et inviter une personne pour un prochain podcast ici avec moi, un ami, une connaissance, un proche. Si tu as une idée, n'hésite surtout pas à savoir que Virginie vient déjà dans une petite heure. Est-ce que tu as peut-être une idée d'un entrepreneur X ou Y, peu importe, ou pas? Ça peut être un créateur de contenu ou autre. Tout simplement, on lui fera ce petit coupage de vidéo et on lui enverra sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu as peut-être une idée? Tu peux inviter 2 personnes. 2, 3.
Ok. Ouais, je pense que je vais inviter Loris et Ghislain Ok. qui ont créé le média MX sur Lyon. Ok. Et franchement, ils sont trop chauds. Et ils vont partager leur expérience et kiffer. J'espère qu'ils kifferont faire ça. Et eux, ils ont beaucoup de choses à raconter. Ok. Et ils vivent des trucs tous les jours avec des différentes entreprises qui suivent. Et franchement, Il y a des trucs à raconter. Ouais, je pense qu'ils en apprennent tous les jours en plus. Donc, Magnifique. ouais, c'est des très bons. Ouais. Écoute, Baptiste, je te remercie. Merci beaucoup d'être venu. Je mets tous les réseaux sociaux, Instagram, Yes. tu as LinkedIn aussi, tu as ou pas? Ok, Instagram, LinkedIn, n'hésitez surtout pas à envoyer un petit message à Baptiste ici présent. Ça a été un vrai régal. Et on répond. Hein. Un vrai régal de raconter cette histoire aujourd'hui et un vrai régal de t'avoir rencontré. Bah, merci à toi, c'était trop cool. Magnifique. Belle expérience. Allez, ciao à tous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo. Ciao, ciao.